Et alors que j'accueille mes invités, bonjour messieurs, je vais vous présenter ce que j'ai vu quand même dans les dernières actualités venant notamment de l'état-major des armées français, c'est le dispositif de sécurité à Kourou actuellement. Il y a 3 Rafales avec leur avion de ravitaillement, il y a un AWACS, un autre avion pour surveiller le pas de tir depuis les airs. Je crois qu'on a très rarement vu un lancement de fusée Ariane aussi entouré de mesures de sécurité. Et pour cause, la France et l'Europe jouent tout simplement leur autonomie cette semaine. Bonjour, Général Michel Friedling. Bonjour. Vous avez dirigé le commandement de l'espace et vous êtes précisément l'auteur de Commandant de l'espace. Paul Vorer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IFRI, puis Jean-Baptiste Huette, vous êtes resté avec nous. Je commence avec vous, Jean-Baptiste, parce que j'ai une question très naïve, en fait, pour le très grand public. Lorsqu'on annonce un nouveau lancement pour Ariane, en fait, il y a quelque chose de presque daté, presque d'anachronique. Ce dimanche encore, on apprenait qu'un nouveau module privé se posait sur la Lune. Des lancements, on en a quasiment toutes les semaines, du privé ou du public. Pourquoi c'est si important, et d'ailleurs pourquoi on met autant de sécurité militaire autour d'un lancement pareil? Parce qu'il y a une dimension souveraine autour de ces fusées, de cette fusée Ariane 6 notamment. Alors on a un Ariane 6, on a Vega, mais ce sont les 2 fusées qui permettent à l'Europe spatiale, à la France et à tous nos voisins européens d'avoir un accès souverain à l'espace. On a beaucoup, ces derniers mois, ces dernières années, on s'est beaucoup inquiété de voir que l'Europe, après notamment le fait que la Russie ait récupéré les lanceurs Soyouz, n'ait plus d'accès direct à l'espace. Ce qui peut paraître... Enfin, ce qui a paru un comble, étant donné quand on connaît l'histoire d'Ariane, cette fusée qui a performé pendant des années, on s'est retrouvé sans accès à l'espace. Et de fait, un lancement est toujours un moment extrêmement critique. Il peut y avoir des tentatives terroristes, il peut y avoir des lance-missiles, etc. C'est pour ça que la base de Kourou est surveillée par un régiment qui est à demeure, qui surveille ça en permanence avec des lance-missiles. Il y a des chiens qui circulent partout, vous avez des hélicoptères, vous avez des rafales qui se déplacent. Et puis là, c'est vrai qu'on a aussi, alors c'était déjà le cas pour le premier tir d'Ariane 6, qui était le tir inaugural, mais là, c'est un tir commercial. Un tir commercial, ça veut dire aussi, c'est un signal qui est envoyé pour des futurs clients. Si d'aventure il y avait un problème, voilà, on veut éviter à tout prix. On va revenir très vite sur le contenu et le contenant, mais je reste sur ce dispositif de sécurité, mon général. En fait, il y a 2 choses. Peut-être que ce dispositif, il existait avant, mais je trouve qu'il y a énormément de communication faite par les armées. Cette fois-ci, là aussi, il s'agit de se signaler. Oui, on a toujours activé ce qu'on appelle des DPSA, des dispositifs particuliers de sûreté aérienne autour d'événements. Comme pour le 14 juillet, par exemple. Comme pour le 14 juillet, par exemple, ou les sommets internationaux organisés par la France, ou pour les Jeux Olympiques. Et on l'a fait pour tous les lancements de satellites, notamment de satellites militaires, depuis Kourou. Moi-même, j'ai assisté, dans le cadre de mes fonctions précédentes, au lancement des satellites CSO 1 et 2 et des premiers satellites CERES. Et donc, on protège le site de toute, effectivement, activité, qu'elle soit au sol, par les airs, par des drones, qui viendraient perturber le lancement. Et on protège d'ailleurs physiquement également le satellite depuis son départ de l'usine jusqu'à son installation dans la coiffe. Mais pourquoi vous le dites fort? Enfin, l'armée le dit aussi fort aujourd'hui. Je pense qu'on est quand même dans un contexte très particulier. Je pense que ça n'a échappé à personne. Ouais. Et donc on a besoin de montrer que ce qui va se passer est important, qu'on est dans une logique effectivement de déploiement de moyens souverains avec des moyens souverains, et que donc on prend toutes les précautions nécessaires pour garantir que ça va se faire dans les meilleures conditions possibles. Alors partons sur le contenant et le contenu, Paul Vorer. C'est donc le premier lancement commercial d'Ariane 6. C'est aussi la première fois que ce type de satellite militaire, parce qu'on va en parler aussi, le CSO 3, peut partir avec un lanceur, ou va partir, on l'espère, avec un lanceur européen. Les derniers, le CSO 1, 2, étaient partis avec des lanceurs russes. On comprend que ça n'est plus possible. Pourquoi, là aussi, est-ce aussi important que ça marche, en fait? C'est très important que ça marche, et puis c'est très important que ça ait lieu, tout d'abord. C'est le 2e lancement d'Ariane 6 dans sa configuration à 2 boosters aujourd'hui. Et ça permet, comme le disait le général, à la fois d'avoir ce dispositif de sécurité, de montrer à quel point l'espace est important. Et c'est aussi effectivement une question de souveraineté aujourd'hui. On s'est rendu compte au cours des dernières années qu'il y avait eu finalement beaucoup de coopération qui s'était changée
en dépendance à mesure de la dégradation du contexte géostratégique. D'abord, la coopération avec la Russie, effectivement, s'est arrêtée du jour au lendemain après le déclenchement de l'attaque en Ukraine. Et aujourd'hui, avec la nouvelle administration américaine, on voit qu'il y a aussi des sujets sur cette coopération actuelle, puisque il s'avère que ces partenaires, qui étaient des partenaires historiques, deviennent de plus en plus versatiles au fur et à mesure. On voit le rôle qu'a pris Elon Musk dans la nouvelle administration, qui lui-même est un grand acteur du domaine spatial aujourd'hui, mais qui s'avère de moins en moins disons fiable au fur et à mesure. Il a parlé récemment, ça a été dévoilé par Reuters, d'éventuellement couper le système Starlink pour l'Ukraine. Donc c'est une question de est-ce qu'on veut dépendre demain de partenaires qui aujourd'hui ont montré un petit peu leur versatilité récemment. Et donc c'est pour ça que la souveraineté européenne, elle est importante dans le domaine. Ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, c'est la capacité de lancer des satellites, d'aller dans l'espace, d'opérer des satellites et de les faire contribuer à la mission plus globale de la défense, d'abord de la France et puis ensuite du continent européen. Et puis au-delà de stratégique, on peut aussi gérer son calendrier, puisque vous l'avez dit, s'il n'y avait plus de lanceurs russes ou de possibilité de lancer des satellites, notamment militaires, via la Russie, on était obligé d'attendre, et ça aussi, ça va changer? Non seulement on est capable de gérer son calendrier, mais on est aussi capable de maîtriser les coûts d'une certaine manière. C'est-à-dire que la dépendance envers d'autres lanceurs, typiquement on avait eu le cas de SpaceX l'année dernière qui avait lancé 2 satellites Galileo, si je me souviens bien, où il y avait eu 2 lanceurs qui avaient été achetés, et là les prix, on ne les contrôle pas, disons. On ne maîtrise pas les coûts, et si on est complètement dépendant à un autre fournisseur, on risque en fait de ne rien maîtriser du tout sur toute la chaîne de production, et donc d'être complètement soumis à ces conditions. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé au départ cette aventure Ariane, c'est que les Américains, quand on était allé les voir dans les années 70 pour lancer un nouveau type de satellite extrêmement sophistiqué qui s'appelait Symphony, nous avaient répondu très bien, mais uniquement si votre satellite ne fait pas de mission commerciale. Or, c'était un petit peu tout l'intérêt de l'exercice, et donc c'est à partir de là que l'aventure Ariane a démarré, et l'importance de l'autonomie stratégique s'est révélée. Et ensuite, il y a eu toute l'histoire d'Ariane, effectivement, énorme succès commercial au cours des années qui ont suivi. Alors, s'il n'y avait pas le contexte vraiment actuel, on aurait pu un peu s'étendre sur l'intérêt commercial qui est majeur aussi avec ce nouveau lancement. Mais le contexte est là. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va être mis en orbite à 800 km au-dessus de nous, et pourquoi là aussi c'est important que ce petit satellite puisse arriver à destination? C'est tout simple, si j'ose dire. En tout cas, CSO-3, c'est son nom, donc composante spatiale optique, qui est effectivement le troisième satellite, d'une constellation qui en compose 3. Le général expliquait tout à l'heure effectivement qu'il avait suivi le lancement déjà des 2 premiers. Et donc ce troisième satellite va venir renforcer un petit peu cette composante spatiale optique, avec l'idée de pouvoir surveiller le globe en permanence et pouvoir faire de l'image infrarouge et en même temps de l'image classique. Et donc on va avoir des satellites qui vont comme ça tourner en permanence autour de la Terre à 2 altitudes différentes. Il y en a un qui est à 800 km, il y en a un qui est un petit peu plus haut, donc ça permet comme ça de pouvoir un peu faire de la stéréoscopie en quelque sorte pour le coup. Et donc ça nous apporte évidemment en termes d'imagerie une quantité d'informations incroyable. Je crois que les satellites sont capables de faire environ 800 clichés par jour avec un taux de revisite, alors qui est classé défense. On ne sait pas quel est le taux de revisite. Taux de revisite, c'est là. Vous n'avez pas de nous le dire en général. Non, mais on a un taux de revisite assez important en tout cas, donc qui permet d'observer sur le champ ou sur les différents champs de bataille ou ailleurs les transformations. Est-ce qu'on a des bâtiments qui ont changé, j'en sais rien, d'éclairage? Est-ce qu'on a des camions qui ont bougé? Est-ce qu'on a par exemple des bateaux qui ont changé de position? C'est quand même d'actualité, notamment avec les câbles sous-marins. Donc c'est vraiment, voilà, ça nous apporte encore une capacité d'observation encore bien supérieure à ce que nous avons. Et donc alors ça, il y aura un peu plus tard d'autres générations qui vont venir. Il y a la génération Iris
qui va venir, ce sera pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, là, on a ce troisième CSO qui part enfin et qui doit permettre, en tout cas, à nos armées d'être encore plus, voilà, d'avoir encore plus de données, plus de renseignements, plus d'images. Les détails, mon général, on l'a bien compris, sont toujours secret défense. Mais au moins, il y a une stratégie qui, elle, est assez transparente. Ça fait plus de 40 ans. C'est la stratégie VEC ou VEC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire vraiment, concrètement, voir, écouter, communiquer? Oui, depuis des années, des décennies, en fait, le ministère de la Défense, le ministère des Armées français, a souhaité disposer de capacités souveraines pour faire du renseignement. Il faut appeler un chat, c'est-à-dire observer les sites d'intérêt militaire de nos compétiteurs, de nos adversaires, pour écouter. Écouter, ça veut dire analyser les signaux des radars ennemis, des systèmes de télécommunication pour pouvoir, le moment venu, les brouiller, les neutraliser. Donc c'est ce qu'on appelle du renseignement. Et communiquer, c'est effectivement la capacité à transmettre des signaux, des informations en phonie ou par du haut débit à l'autre bout de la Terre à nos forces qui sont déployées un peu partout dans le monde. Donc on a développé une palette de capacités militaires pour ça, donc les satellites d'observation CSO qui ont succédé à la famille Helios. On a développé les satellites CERES pour écouter, qui sont des satellites d'écoute. C'est une capacité aujourd'hui qui est unique en Europe. Il faut être également très précis là-dessus. Et puis les satellites de communication, c'est Syracuse 4. Et ça constitue ce qu'au sein du ministère des Armées, on appelle le cœur souverain. Donc on a ces moyens que possède le ministère des Armées. On a un niveau de service qui est garanti, un niveau de confidentialité, un niveau de sécurité qui est garanti. Mais c'est généralement complété par des services ou des données qui sont acquises auprès d'opérateurs commerciaux et qui offrent sans doute d'autres choses. Par exemple, vous aurez de l'imagerie qui sera sans doute moins résolue moins précise que ce que peut offrir CSO, mais qui aura un meilleur taux de revisite. Vous allez avoir des images avec 50 cm de résolution, au lieu de quelques dizaines de centimètres, un peu moins donc, mais que vous verrez plus régulièrement. Donc vous avez d'autres usages, ça répond à d'autres usages. Je profite d'avoir un ancien commandant du commandement de l'espace, parce que l'une des composantes aussi de l'armée de l'air et désormais de l'espace, c'est la dissuasion nucléaire. On en parle beaucoup en ce moment sur, non pas le partage, mais vraiment une extension possible du bouclier. Si je vous écoute sur l'espace et le renseignement militaire, est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à rester dans ce cœur souverain, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui a vocation à s'étendre un peu par rapport à la dissuasion nucléaire, justement? Est-ce qu'on en est dans les mêmes termes, ou la même volonté des voisins européens? Écoutez, aujourd'hui, enfin, vous vous dites, est-ce que la logique qui aujourd'hui, depuis 48 ou 72 heures, où les questions qui se posent autour de la dissuasion vont s'appliquer à l'espace? C'est ça la question? Je vais garder les termes, c'est de la dentelle du président de la République, la dimension européenne de la dissuasion nucléaire. Est-ce que le cœur souverain du renseignement spatial a une dimension européenne? Alors, il y a déjà des coopérations bilatérales avec des pays, avec l'Italie, avec l'Allemagne, puisque nous partageons certaines capacités. Nous échangeons des données optiques contre des données d'observation par des satellites radars. Nous n'avons pas de satellites radars avec les Allemands, par exemple. Nous échangeons des communications avec nos amis italiens, des moyens de communication. Bon, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, comme on le sait tous, depuis quelques heures et quelques jours, on entre dans un nouveau monde et la question doit être un peu... Je pense qu'il faut faire un pas de côté par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et la question de la souveraineté, mais c'était d'abord, il faut comprendre que le mot de souveraineté n'est pas un mot qui a la même signification en France et chez nos voisins. C'était le cas très nettement jusqu'à présent avec, par exemple, nos amis allemands. Pour nous, on voulait absolument avoir une souveraineté d'accès à l'espace et donc on a défendu ce programme, on a conçu, développé et défendu le programme Ariane. Les Allemands préféraient parler de garantie d'accès à l'espace. Et aujourd'hui, on voit très bien que le monde est en train de changer et qu'au niveau européen, la question de la souveraineté, puisque la garantie n'est plus garantie, c'est précisément par nos amis américains dans le monde dans lequel on entre aujourd'hui. Eh bien, la question, c'est de savoir si il faut avoir des capacités européennes et de quelle manière il faut y arriver. De la même façon qu'on est en train de se dire, tiens, est-ce que la dissuasion française peut être élargie à d'autres pays de l'Union?
C'est assez passionnant. Le fait est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur privé dans la dissuasion nucléaire et c'est heureux justement dans l'espace Paul Vorer. Il y a ce New Space, il y a tout ce décorum qui peut faire rêver ou sourire le grand public. Beaucoup moins les acteurs étatiques qui ont mis énormément de temps à réguler un espace justement qui est infini par nature. Ce sont des textes qui essayent de tenir bon gré mal gré depuis la fin des années 60, notamment pour le traité sur l'espace, le traité sur la Lune. Comment gérer maintenant sa propre souveraineté lorsque vous avez des acteurs qui ne sont même plus privés, qui mélangent justement dans des conflits d'intérêts qui n'ont pas l'air de gêner grand monde à Washington? Comment ça peut se faire? Notamment, nous, on cherche à avoir notre souveraineté française, mais si un acteur étatique européen estime que ça lui coûtera sans doute moins cher d'envoyer un satellite via une entreprise privée. Comment gérer tout ça? Alors c'est déjà arrivé et puis il faut différencier peut-être les acteurs il y a le commercial privés. pur, Oui. mais... Non, mais parce que par exemple Ariane Group est une entreprise qui fabrique les lanceurs Ariane, qui a aussi un rôle très très important dans tout l'aspect dissuasion nucléaire et toute l'architecture de dissuasion du pays. Donc il y a quand même des acteurs privés un petit peu partout. La vraie question aujourd'hui, en fait, c'est Elon Musk, c'est SpaceX. Fondamentalement, c'est un nouvel acteur qui est arrivé et qui est un acteur effectivement très nouveau. Vous l'avez dit, on parle souvent de New Space. Celui qui a eu le plus d'influence dans le New Space, il faut le dire, c'est lui, c'est Elon Musk. Et c'est un acteur effectivement avec lequel il est difficile aujourd'hui d'envisager les coopérations futures. Il est difficile d'envisager une relation très, disons, très proche. De confiance. De confiance, voilà, c'est plutôt ça la question. C'est la question de la confiance. En fait, c'est un acteur qui maintenant a un rôle qui n'est plus seulement celui d'un acteur privé, c'est plus seulement l'objectif de gagner de l'argent, etc. Il a un véritable poids géopolitique, il met en place des ingérences grâce à son réseau social, il a un rôle très très important dans le domaine spatial, donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même très attentif aux innovations qui ont été mises en place, etc. Mais l'idée aujourd'hui de dépendre des capacités qu'il a mises en place au cours des 10 dernières années pose effectivement énormément de questions. Il y a quelques années, les Allemands ont envoyé un de leurs satellites militaires radar qui s'appelle Sarah via SpaceX, via un Falcon de SpaceX, qui est aujourd'hui le lanceur qui lance le plus au monde. Aujourd'hui, je pense que la question se poserait vraiment autrement et que la question de la souveraineté ou de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique en Europe a repris beaucoup de couleurs ces derniers jours et ces dernières semaines. Pour finir, mon général, on a déjà fait une ou deux émissions sur le retard européen au niveau commercial dans l'espace, pour rester vraiment sur la souveraineté absolue, qui peut être à la fois commerciale, mais là on est obligé de s'étendre un peu sur le domaine militaire. À quel niveau vous nous situez par rapport aux Chinois, par rapport aux Américains? J'ose à peine dire les Russes, parce que j'ai du mal à voir à peu près à quel niveau ils sont au niveau spatial. Alors, la France est une vieille nation spatiale, par la volonté du général de Gaulle, et a eu le temps, depuis une soixantaine d'années, de développer à peu près toutes les compétences dans le domaine du lancement, dans le domaine de la surveillance de l'espace, dans le domaine des communications, de l'observation de la Terre. Et donc, elle a un capital technique qu'il faut aujourd'hui développer. Néanmoins, quand on se compare évidemment à des Chinois ou aux Américains, il y a une question d'échelle. Il y a une question de moyens, une question d'échelle. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez à peu près 9000 satellites en orbite qui sont américains sur les 12 000 actifs, dont 8 000 appartiennent à un seul homme, ou presque, le Musk. Donc on a des échelles qui ne sont pas du tout les mêmes. Si vous comptez tous les satellites européens mis bout à bout, on est bien loin de ça. Les Chinois sont très discrets mais montent en puissance et ont aujourd'hui énormément de satellites en orbite et font beaucoup de choses sans jamais communiquer dessus, contrairement aux Américains qui communiquent dessus beaucoup. Il y a un dynamisme outre-Atlantique qu'on n'a pas aujourd'hui en Europe, il faut être clair. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce week-end, vous avez encore c'est la deuxième société privée qui a posé une sonde sur la Lune, Firefly Aerospace, et puis vous en avez une deuxième qui a décollé quelques jours avant, qui va se poser au milieu de la semaine, Intuitive Machines, qui va poser une sonde pour le compte de la NASA. On est loin de tout ça en Europe. Donc la France, encore une fois, mais pas que la France, en Europe, a des capacités. Je crois que la question aujourd'hui, la question à laquelle on est confronté collectivement, c'est
c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça face à un monde qui est en train de changer complètement. Et je pense que ça m'amène à un message que j'aimerais passer, c'est que je pense qu'on ne connaît pas les enjeux de l'espace aujourd'hui. Ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants pour l'économie, pour le maîtrise de l'évolution du climat de la planète, pour notre souveraineté, pour notre politique de défense. Ces enjeux sont très méconnus, y compris au niveau politique. Donc je crois, et on sort d'un sommet sur l'intelligence artificielle, ce qui est une très bonne chose, mais j'ai presque envie de dire que l'espace est tout aussi important que l'IA pour notre avenir. Et ça, je pense que ça devrait aujourd'hui nous occuper dans les semaines qui viennent. Eh bien, on a essayé de mettre justement ça en lumière, ces enjeux qui sont en 3 dimensions, et pas seulement l'espace pour l'espace, mais aussi vis-à-vis de ce qui se passe sur notre sol. Merci beaucoup à tous les trois. Merci également à Annalisa Capellini et William Baudry pour la programmation et la préparation de cette émission. Très bonne journée à tous sur BFM Business.